Il est 13 h, vous êtes sur RTI 1, c'est un excellent choix, bonjour et bienvenue. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'est entretenu hier au palais de la présidence de la République avec le président du groupe Orange et le président de Canal+ International. Les échanges ont porté sur le développement des deux entreprises en Côte d'Ivoire. On en parle en tout début de journal. Dans le cadre du programme Agir pour les jeunes, phase 2, 360 jeunes de la commune d'Atekoubé viennent de recevoir leur chèque pour un montant total de 185 millions de francs CFA. Une occasion pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes d'inviter la jeunesse à fréquenter les agences emploi jeunes. 14 personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi dans un village Peul dans le centre du Mali. La région est marquée par des violences intercommunautaires ayant fait des centaines de morts ces dernières années, mais qui avaient connu une accalmie depuis 6 mois, selon un rapport des Nations Unies. Nous ouvrons cette édition avec les audiences du chef de l'État. Hier jeudi, le président Alassane Ouattara a reçu au palais de la présidence de la République les présidents du groupe Orange et de Canal+ International. Au centre des échanges, le développement de ces deux entreprises, Orange et Canal+, en Côte d'Ivoire. Le témoignage d'Awa Touré. La Côte d'Ivoire est le troisième pays qui a le plus grand nombre d'abonnés à Canal+ après la France et la Pologne. C'est donc à juste titre que le président de Canal+ International, Jacques Dupuis, est venu faire au président de la République, Alassane Ouattara, le point sur les projets d'investissement de son groupe en Côte d'Ivoire. Canal+ n'est pas un nouveau venu en Côte d'Ivoire. Nous sommes présents ici depuis 1992, donc une implantation maintenant ancienne qui s'est développée au fil des années sur l'ensemble des activités du groupe Canal+, et même aujourd'hui Vivendi, puisque nous concentrons en Côte d'Ivoire et à Abidjan l'ensemble des bureaux africains des différentes filiales du groupe Vivendi, que ce soit la musique, la télévision, l'Internet, l'édition, la publicité, etc. Et nous avons évoqué le dernier point, qui est la participation au plan de modernisation des médias en Côte d'Ivoire, avec les lancements de la TNT. Nous avons fait le point avec le président et les ministres concernés pour envisager les conditions du lancement sur les réseaux TNT qui sont en ce moment en train d'être construits et développés par le gouvernement ivoirien. Les perspectives de développement du groupe Orange en Côte d'Ivoire et le partenariat privilégié et historique qui lie Orange à l'État de Côte d'Ivoire au centre des échanges entre le chef de l'État et le PDG de ce groupe. On a parlé plus généralement aussi de la situation du pays, de son économie plutôt dynamique, même florissante. Et j'ai indiqué au président qu'on était, nous, le groupe Orange et Orange en Côte d'Ivoire, très heureux d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement avec nos technologies, nos investissements, nos réseaux. Je pense que nous sommes un des vecteurs très importants du développement futur du pays. Et voilà, on est heureux d'être dans ce pays qui marche bien. On apprécie beaucoup le leadership du président Ouattara, cette façon qu'il a de combiner une vraie vision économique, très pragmatique, prenant en compte les réalités du monde tel qu'il est aujourd'hui, et en même temps un sens du politique, du quotidien, de la vie quotidienne des gens. Orange, l'un des leaders de la téléphonie en Côte d'Ivoire, propose des services fixes, mobiles et Internet au grand public, aux opérateurs et aux entreprises. Ces audiences, c'était hier jeudi. Le jour d'avant, mercredi, Alassane Ouattara a accordé la grâce collective à 3155 détenus en ce début d'année sur un total de 21 000 prisonniers. L'information a été donnée à l'issue du Conseil des ministres. Sont concernés par cette grâce présidentielle les détenus ayant commis les infractions sans gravité, à l'exception de ceux en situation de récidive. Les précisions d'Herman Guivet. La grâce présidentielle accordée à 3155 détenus. La nouvelle de leur libération est tombée ce mercredi au cours du Conseil des ministres. Sur un effectif de 21 186 détenus, ces 3155 détenus pourront de nouveau goûter à la joie que procure le sentiment de liberté. Pour bénéficier de cette grâce présidentielle, il faut correspondre à un profil, comme l'a affirmé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.
Cette mesure, qui bénéficie à 3 155 personnes sur un effectif total de 21 186 détenus, ne vise que les délinquants ayant commis des infractions sans gravité. Que renferme la notion d'infraction sans gravité? En gros, ceux qui se seront rendus coupables de délits mineurs, par exemple de coups et blessures involontaires, ne sont pas concernés par la grâce présidentielle, les détenus en situation de récidive, ainsi que les personnes détenues en exécution d'une condamnation pour des faits, qualifiés notamment d'infractions militaires, de crimes de détournement de deniers publics, de troubles à l'ordre public, de détention illégale d'armes à feu de la première catégorie d'homicide involontaire ayant occasionné plus d'un mort. Précision, le décret lui-même précise les infractions concernées par la mesure comme il en est, pour le cas de cette grâce présidentielle. Autre cas d'infraction grave, pas du tout concerné par ce type de mesure, les vols avec circonstances aggravantes, les cas de viol, de trafic de stupéfiants et de cession de stupéfiants à autrui, ainsi que bien d'autres. Ils sont au nombre de 55, ces impétrants de l'Université des droits de l'homme qui viennent de recevoir leur certificat après 6 mois de formation au CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Des dizaines d'autres se préparent en ce moment pour la prochaine session. C'est ce que nous disent Ahmed Traoré et Éric Gorebi. La grande famille des droits de l'homme enregistre l'arrivée de nouveaux spécialistes chargés de faire la promotion des droits de l'homme. Ils sont au nombre de 55 à avoir reçu leur certificat après 6 mois de formation. Ces défenseurs des droits de l'homme sont désormais outillés sur la question de la justice pénale et également la notion des droits de l'homme. Je souhaite que cette université permette de consolider davantage vos connaissances grâce aux outils que vous allez acquérir à l'UDDH. Les enseignements que vous en tirerez devraient vous être utiles dans votre travail au quotidien et je souhaite que vous puissiez les appliquer dans l'exercice de vos fonctions. Ces récipiendaires entendent être des modèles et inspirer d'autres promotions intéressées par les droits de l'homme. Un adage de Cheneau dit « Le coq appartient à une seule personne, mais il chante pour tout le village ». En clair, Madame la Présidente, vous avez eu l'ingénieuse idée de créer certes l'Université des droits de l'homme, mais aujourd'hui, elle n'appartient plus au Conseil national des droits de l'homme. Elle appartient à la nation tout entière, à l'humanité tout court. Cette remise de certificat a été possible grâce à l'implication du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, dont la mission est d'œuvrer pour l'application des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ceux-là sont ou des religieux ou des fonctionnaires ou simplement issus de la société civile. Pour leurs actions en faveur de la cohésion sociale, ils viennent d'être désignés ambassadeurs de la paix par la Fédération pour la paix universelle. De quoi les encourager à cultiver davantage la paix et l'unité nationale. C'était cette semaine ici à Cocody en présence de notre reporter Didier Nguessan. Une écharpe et un diplôme. Une dizaine de personnes sont ainsi distinguées, ambassadeurs de la paix par la Fédération pour la paix universelle, FPU, section Cocody, organisations religieuses et de la société civile ou enseignants-chercheurs. Ces personnes physiques ou morales ont été choisies pour leurs efforts à promouvoir la cohésion sociale dans leurs communautés respectives. Ce sont des sentiments de joie qui m'animent. Depuis 2007, nous nous attelons à sensibiliser la jeunesse africaine, en particulier la jeunesse ivoirienne, sur son rôle en tant qu'acteur du développement de sa nation et de son continent. Les nouveaux ambassadeurs ont été instruits sur les 5 principes universels de paix, notamment vivre pour les autres. S'inspirant de leurs actions sur le terrain, les organisateurs invitent chaque citoyen à travailler, à construire un monde qui valorise les idéaux de paix. Nous sommes émus et nous croyons que cette paix mérite d'être creusée, approfondie et faire en sorte qu'il n'y ait plus de différence dans la mesure du possible et que nous puissions vivre ensemble la vraie paix qui vient de Dieu. On ne tient pas compte de l'âge, mais on tient compte de ce que tu fais. Quand tu poses ta candidature pour te distinguer, on mène une enquête autour de toi. Si on nous dit, ah, celle-là, quand nous sommes au marché ici, celle qui parle de paix, et que quand il y a palabre, c'est elle qui règle les palabres, on vous distingue.
La Fédération pour la paix universelle existe dans 180 pays. Et justement, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dans 9 mois exactement et on la veut sans heurts. Qui va occuper ce fauteuil présidentiel tant convoité? Bien malin, qui pourra le dire? Les acteurs, en tout cas, sont à l'œuvre et tous les moyens sont bons pour arriver à leur fin. Outre les méthodes traditionnelles pour attirer le maximum d'adhérents, les partis ou groupements politiques optent également pour le numérique. Aujourd'hui, à travers Internet, les militants sont identifiés et des tribunes d'échange sont même mises en place. Côte d'Ivoire, élection présidentielle 2020, le jeu politique transposé sur la toile, c'est votre document de la mi-journée. Il est signé Alexis Ouedraogo. Sur la toile ivoirienne, la pré-campagne pour la présidentielle de 2020 est bien engagée. À coups de posts, tweets, vidéos, les stratégies digitales des partis politiques s'affinent au jour le jour sous le regard des internautes. Selon moi, c'est un jeu politique. Tout le monde cherche à se faire une place. Le fait que les partis politiques en Côte d'Ivoire aient décidé d'utiliser l'outil Internet pour la mobilisation de leurs militants, c'est une bonne chose. Et c'est dans l'air du temps. Au RHDP, depuis quelques mois, l'heure est au recensement des militants via la plateforme de l'e-militant. Le RHDP a voulu lancer ce qu'il a appelé le e-militant, mais qui obéit à plusieurs objectifs. Le premier étant de se rapprocher encore plus du militant, supprimant ainsi donc les problèmes de distance, les problèmes géographiques, mais aussi de pouvoir constituer une base de données qui permet d'évaluer le parti. Au PDC et RDA aussi, on se mobilise à la faveur du lancement de la campagne digitale d'identification et de recrutement de nouveaux militants en octobre dernier. Le parti déroule sa vision. Le président du parti vous fixe comme objectif à atteindre, au terme de cette campagne, 1 million de militants enregistrés dans la base de données du parti. Du côté des générations et peuples solidaires, GPS, même tableau. Ici, le recensement, lui, se fait à coups d'offres alléchantes. Pour un citoyen lambda, je dirais, c'est plus facile de se retrouver à travers ce homme politique qu'il voit dans les mêmes apparats que lui parfois. Et donc, briser cette barrière, c'est vraiment l'objectif premier. Et c'est ce que nous, derrière, l'équipe digitale, on essaie de mettre. Pour un bon nombre, difficile pourtant de se retrouver dans ce flot d'informations livrées sur la toile. L'actualité politique sur Internet, ça n'arrive pas à m'informer réellement sur la vie de mon pays. Je suis un peu perturbé face à ces informations parce que je n'arrive pas à discerner c'est quoi la vraie information au juste. Les fois où j'ai suivi l'actualité politique, c'était des débats sans cesse interminables. Ça n'aboutissait pas, il n'y avait pas de raison, de logique à ce qu'ils disaient. Le problème avec quand tu fais de l'actualité sur Internet, on n'est pas vraiment sûr de quelle information est vraie ou quelle information est fausse en fait. Parce qu'on reçoit toutes les informations en même temps, puis à nous de discerner quelle information est vraie ou quelle information est fausse. Avec la gouvernance digitale, il y a des risques. Il y a des risques parce qu'il y a de nombreuses informations erronées qu'on trouve sur Internet. Il faut que les partis politiques puissent surveiller, puissent encadrer. Parce que vous savez que les partis politiques ont deux fonctions, une fonction sociale et une fonction politique. Et les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, c'est-à-dire qu'ils sont des éducateurs de choix. Donc, ce qui veut dire que ces partis politiques doivent continuer leur travail de formation sur Internet. À côté de ces interférences, autre problématique, celle de l'accès même à Internet. Tout le monde n'a pas accès à ces informations sur Internet. Même au village aussi, ce n'est pas le cas aussi. Ceux qui n'ont pas de portable Android, ceux aussi qui sont dans les villages, dans les campements, ne pas sur les informations directement sur Internet. Avec les échéances électorales qui se rapprochent, les fils d'actualité sur la toile n'échapperont certainement pas aux stratégies les plus étudiées. Présidentielle 2020, le jeu politique transposé sur la toile. Reportage RTI 1 à revoir sur RTI Mobile et sur
rti.ci. On va parler transport. Hier, une réunion interministérielle a eu lieu au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Une rencontre à laquelle ont pris part les syndicats des transporteurs de Yopougon. Et pour cause, une crise avait paralysé la commune la veille. Réunion qui a abouti cependant à la levée du mot d'ordre de grève. Le témoignage d'Abou Sanogo. Trouver des solutions pour dénouer la crise qui a perturbé le transport pendant 48 heures dans la commune de Yopougon, où des transporteurs ont arrêté le travail pour protester contre les décisions municipales. C'est le sens de la rencontre entre le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sédiki Diakité, le maire de la commune de Yopougon et les responsables du syndicat de transporteurs et de conducteurs de la dite commune. Toutes les décisions que nous prenons, c'est aussi bien dans l'intérêt des populations que de ceux qui ont des services à rendre aux populations, notamment les transporteurs. Tout ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt du progrès de la commune. Le député maire de Yopougon a expliqué les motivations de la prise, n'est-ce pas, de cette mesure. Et au regard de ces motivations, cela est fait dans le sens de l'intérêt de la population pour mettre fin aux actes d'incivisme et améliorer davantage le quotidien des populations de Yopougon. Nous sommes heureux qu'une issue soit trouvée à ce qui est aujourd'hui convenu d'appeler un simple malentendu. Et je remercie les syndicalistes d'avoir compris qu'il est bon d'approcher les autorités municipales à chaque fois qu'une décision est prise et qu'elle n'est pas bien comprise. Je les y encourage et que le dialogue prime sur toutes les initiatives qu'on veut prendre dans le règlement de tous les conflits qui se présentent. Les syndicats de transporteurs et de conducteurs s'engagent à entamer une franche collaboration avec les autorités. Le travail a repris depuis hier soir. Nous nous sommes compris et nous voulons présenter toutes nos excuses aux populations de Yopougon pour ce désagrément. Les différentes parties se retrouveront dans les jours à venir pour la poursuite des discussions. Dans la nuit du 15 au 16 janvier 2020, des incidents ont opposé des militaires à des individus non identifiés dans la localité de Néro, sous-préfecture de Tabou. Les renforts déployés ont permis de circonscrire ces événements et le calme est vite revenu. Le bilan de ces incidents fait état d'un militaire décédé et d'un autre blessé. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale afin de déterminer les circonstances exactes de ces événements. L'état-major général des armées assure les populations du renforcement du dispositif sécuritaire dans la zone et les invite par conséquent à vaquer à leurs occupations. Cette déclaration émane du général de corps d'armée, Lansina Doumbia, chef d'état-major général des armées. La phase 2 du programme Agir pour les jeunes se poursuit. Hier, par exemple, 360 jeunes de la commune d'Atekoubé ont reçu leur chèque des mains de Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. C'est un montant global de 185 millions de francs CFA qui leur a été ainsi reparti. Un nouveau départ pour ces jeunes gens qui pourront ainsi réaliser leurs rêves. Walter Amadou Ouattara. Jean-Jacques gagne honnêtement sa vie à travers la vente de vêtements. Une activité qu'il mène pour le compte de Kader, jeune propriétaire de ce modeste commerce situé dans la commune d'Atekoubé. Ça fait pratiquement 2 ans que je suis là-dedans. Quand je vends un tricot, je bénéficie de 300 francs sur un tricot. Mon souhait, c'est d'être financé pour pouvoir être à mon propre compte. Un rêve qui se réalise aujourd'hui. Jean-Jacques fait désormais partie des 360 bénéficiaires, dont 116 jeunes filles qui reçoivent leur chèque afin de s'installer à leur propre compte. Je me suis inscrit à la plateforme Emploi Jeune. Je me retrouve avec un prêt de 300 000 francs qui va me permettre de réaliser mon projet. Cette remise de chèque dans le cadre du programme Agir pour les jeunes phase 2 permet de distribuer environ 185 millions de francs CFA pour le financement de divers projets. Monsieur le ministre, je voudrais vous demander humblement de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, ainsi qu'à notre Premier ministre, Monsieur Amadou Gon Coulibaly, notre infinie reconnaissance. Je voudrais vous rassurer, en prenant ici, devant vous, l'engagement de faire bon usage
des fonds reçus aujourd'hui. Le maire de la commune d'Atekoubé a traduit sa gratitude au gouvernement pour l'opportunité offerte aux jeunes. En tant que maire, nous qui partageons tous les jours les préoccupations des parents, les pleurs de nos mamans pour l'avenir de leurs enfants, nous ne cesserons jamais de dire merci. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes insiste sur la transparence du processus de sélection des bénéficiaires. Jamais ils n'ont fait des présélections où on leur a demandé d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, qui sont leurs parents, est-ce qu'ils connaissent tonton, est-ce qu'ils ont un frère, rien. Parce que l'égalité de chance des jeunes dans notre pays est ce que le président Ouattara veut. Donc les préjugés ne doivent pas être un frein. Demandez aux enfants, lorsqu'on lance des programmes, vous-même la soyez sur leur dos pour leur demander d'aller tenter leur chance. Cette deuxième phase du programme Agir pour les jeunes vise 19 500 jeunes pour un financement total de 10 milliards de francs CFA. En ce début d'année 2020, la Bourse régionale des valeurs mobilières a fait le point des activités du marché financier de l'UEMOA. Et pour la nouvelle année, une série de réformes va être engagée par le marché financier afin d'accroître le dynamisme économique au sein de l'Union. Les précisions de Lansine Bakayoko. En 2019, malgré le ralentissement de l'économie mondiale, les places financières internationales ont enregistré une véritable envolée en contradiction avec la tendance baissière africaine. Seule la Bourse régionale des valeurs mobilières a pu limiter les dégâts. Le lancement de l'activité économique dans notre sous-région a été essentiellement soutenu par les services, donc le secteur tertiaire, l'essor des bâtiments et travaux publics. Le secteur tertiaire serait suivi par le secteur secondaire qui a aussi apporté une contribution significative à la création de richesses dans nos économies. Et enfin, le secteur primaire qui malheureusement emploie le maximum de personnes, mais dont la contribution à la croissance reste très modérée. En 2020, les prévisions tablent sur une reprise du marché financier ouest-africain, grâce notamment à la forte activité des investisseurs. Une dynamique soutenue par des réformes basées sur une ouverture vers le grand public. Parmi les réformes attendues, il y a aussi la bourse en ligne. Nous espérons pouvoir cette année lancer cette plateforme de négociation qui permet justement au public, aux investisseurs de pouvoir, à partir de leur plateforme électronique, de rentrer des ordres qui seront votés sur notre marché via la SGI. Autre paramètre déterminant, les green bonds intégrant les enjeux de durabilité et de changement climatique et les social bonds axés sur l'inclusion sociale. Initialement prévue pour le 21 décembre dernier, la 21e édition de la soirée des ébonies se tiendra effectivement demain samedi à l'hôtel Président de Yamoussoukro. Au cours de cette nuit de la communication, les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire seront récompensés. Et selon le président de l'Union, tout est prêt pour cette soirée qu'il dit mémorable. Serge Pacom Didi, Jean-Marc Djadji. C'est le samedi 18 janvier à l'hôtel Président de Yamoussoukro que l'on connaîtra le successeur de Traoré Tiémé Dandjé, Super Ebony 2018. Jean-Claude Koulibaly, président de l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, a, au cours d'un point presse, confirmé la tenue effective de la 21e édition de la soirée du prix Ebony, cérémonie de récompense de l'excellence en matière de journalisme. Il donne les dispositions pratiques à prendre, notamment sur la distribution des cartons d'invitation qui se fait sur la base des inscriptions en ligne, le village des Ébonies et le dîner gala de récompense. Nous avons tenu à faire cette conférence pour rassurer, en tout cas nos partenaires, qui nous accompagnent chaque jour depuis que l'Union est créée, depuis que la cérémonie des Ébonies a été instaurée, nous accompagnent dans cette aventure. Il était important vraiment que, officiellement, on marque le coup et qu'on rassure nos partenaires qui souvent nous demandent est-ce qu'il ne va pas y avoir encore un autre report. Nous tenons à les rassurer qu'il n'y a plus vraiment d'obstacles pour l'organisation des Ébonies 2019. Nous serons tous à Yamoussoukro.
Ce sont au total 28 journalistes nominés pour 17 prix, dont 13 prix sectoriels et 3 prix dans les catégories télé, radio, presse écrite, presse en ligne et le Super Prix Ebony. Le jury est présidé par Marie-Paul Djedje Abo, professeur de journalisme à l'ISTC. La forêt sacrée de Téné, située sur l'axe Oumé-Yamoussoukro, accueillera le lendemain, dimanche 19 janvier, tous les journalistes et les partenaires de l'UNJCI pour un déjeuner champêtre. Le président de l'UNJCI a donc rassuré ses partenaires que tout est mis en œuvre pour la réussite de la soirée la plus prestigieuse des journalistes. Bonjour 2020, où le démarrage de l'année dans la bonne humeur. La RTI, en tout cas, en a fait sa mission. Depuis 13 ans, votre télévision vous offre de quoi rire pour entamer chaque nouvelle année. Après le Classico d'Abidjan, la caravane Bonjour Tour est en marche et la première halte s'est faite à Yamoussoukro. Vous allez le voir, c'était le fou rire assuré. Grande mobilisation des populations de Yamoussoukro à l'occasion du Bonjour Tour 2020. Émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Et c'est la fondation Félix Houphouët-Boigny qui a accueilli ce grand rendez-vous d'humour et de convivialité. Les humoristes, à cette occasion, ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. Il dit, mon vieux, j'ai surpris ma femme avec mon meilleur ami. C'est ça, toi, t'es tué, quoi. Il dit, non, il voulait me suicider, vu que tu as bu, il a mis poison dedans. Dans le film est doux, tout est doux. Il y a parlé dans le film, ils vont chanter. Monsieur est fâché contre sa femme, ils vont chanter. On dit, mesdames et messieurs, voici le mec qui arrive. Quand vous voyez, marche doucement. Vous pensez qu'ils ont envie de marcher doucement? C'est parce qu'il y a d'autres qui ont gros ventre. Donc quand ils portent veste là, il faut rentrer les ventres. Puis ils marchent doucement comme ça. Maintenant, Agamé, le maire d'Agamé, il l'a fait rentrer. Il marchait, puis dans la foule, il a dit, monsieur le maire, quand il a fait ça, tout bouton l'a fait. Les populations sorties nombreuses pour cette grande fête du rire se réjouissent de la qualité de la prestation des humoristes. Bonjour 2020, c'est une opportunité pour nous de nous divertir un tant soit peu. Et vraiment, nous sommes heureux. Et je voudrais donc souhaiter que cette mission soit pérennisée. Bonjour Tour à Yamoussoukro a bénéficié du soutien des autorités, des élus et cadres de la région. Ce bonjour dont vous venez de dire, c'est le bienvenu. Il fallait, monsieur le ministre Souleymane Diarra-Souba, pour que vraiment nous assistons à une belle fête pareille. Ce n'est pas un hasard que le Bonjour Tour commence par Yamoussoukro, Yamoussoukro, la ville de la paix. Yamoussoukro, la ville du président Houphouët-Boigny. Yamoussoukro qui donne le tempo pour la Côte d'Ivoire. Le parrain de ce grand événement du rire, le ministre Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, a invité les populations de la région des Lacs à être des acteurs de paix avant d'encourager et féliciter la RTI et son directeur général pour l'initiative. Cette émission participe au renforcement de la cohésion entre les populations ivoiriennes. Nous devons continuer à être ensemble, à renforcer la fraternité et la cohésion. Parce que la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est celle de la paix et du développement. C'est tout simplement ce que souhaite le président Alassane Ouattara. Mes voeux de très bonne année, la santé physique, morale, santé financière, et dire que Yamoussoukro est pour la paix, pour le bonheur dans notre pays. Après Yamoussoukro, c'est la ville de Toumoudi qui recevra humoristes et équipe de production de l'émission Bonjour. Et puis quand une femme blanche est fâchée vis-à-vis de son enfant, oh gnognon, dis pas ça à sa maman. Ouh. Toi là, c'est pilon. Ou bien chaussure. Parce que tu as commencé à courir là, la vieille ne te poursuit pas, mais pilon va te trouver, ou bien balai. Le dos des balais, tu entends dans ton dos caillir. Et puis elle te dit, je t'ai loupé. C'était un reportage de Parc Gassoro Koné. Au moins 14 civils ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans un village Peul du centre du Mali, selon des sources concordantes. Sinda est une petite localité habitée essentiellement par des Peuls. Selon les témoins, des hommes armés sont arrivés et se sont attaqués aux civils avant de brûler des cases. Les violences qui déchirent cette région depuis 5 ans ont culminé avec le massacre le 23 mars 2019 de quelques 160 Peuls
dans le village d'Ogosagou, près de la frontière avec le Burkina Faso. Lomé accueille aujourd'hui et demain un sommet autour de la lutte contre le trafic des médicaments falsifiés de qualité inférieure en Afrique. Si le premier impact négatif de ce trafic touche la santé publique, le second touche les économies des différents pays touchés par le phénomène. C'est un trafic qui se nourrit de la faiblesse des systèmes de santé et de la pauvreté des acheteurs. Les faux médicaments saisis ces 3 dernières années, par exemple en Côte d'Ivoire, sont estimés à plus de 1000 tonnes. Le procès de Donald Trump devant le Sénat a formellement commencé jeudi. Les sénateurs qui vont juger le président ont prêté serment au cours d'une séance particulièrement solennelle, en commençant par l'entrée dans l'hémicycle du Sénat du président de la Cour suprême en toge noire dans un silence total. Le plus haut magistrat du pays a lui-même prêté serment sur la Bible. Il faut dire que c'est seulement la 3e fois de l'histoire qu'un tel événement se produit au Capitole. Mais selon Donald Trump, ce procès devrait aller vite, car c'est une mascarade. Point final. Ce 13h est terminé. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur RTI 1 et sur notre site internet. À demain, même heure, toujours sur la chaîne Kirassa.